On aime ou on n'aime pas la campagne. Là n'est pas la question. Ce que nous désirons montrer, ce sont les petits inconvénients que doit subir le citadin quand il est invité chez un ami possédant une maison de week-end dans le but de déguster un bon bol d'air. Excusez-moi. Mon père a acheté cet appartement perché au 10e étage de cet immeuble. Ma mère en rêvait et mon père lui a acheté. Allô? Ah, dimanche. Dimanche pour aller à la campagne. Mon père n'aimait pas la campagne, il se trouvait tout à fait agressé par les fourmis et autres moustiques. Et je crois que l'idée de beaucoup de verdure, de végétation, mais quand même avec la tour Eiffel comme un phare, c'était un cadre absolument idéal pour créer. C'est en 1967, dans le très chic 16e arrondissement, que René Goscinny s'installe dans un immeuble moderne où il vit avec sa mère Anna et sa femme Gilberte. À 41 ans, le scénariste d'Astérix, Lucky Luke, Le Petit Nicolas et Is No Good est alors au sommet de sa carrière. Ses histoires se vendent dans le monde entier à des millions d'exemplaires. Après la naissance de sa fille Anne, et alors que la cohabitation avec sa mère devient difficile, il décide d'acheter un autre appartement au dernier étage doté d'une splendide terrasse. Désormais, René aspire au repos du guerrier. Je pense qu'il l'a acheté fin 74, donc je dois avoir 6 ans et demi. On y a vécu ensemble, tous les trois, seulement 3 ans. Ma mère adorait les jardins, les potagers, les roses, etc. On ne peut qu'avoir le coup de foudre pour cet appartement avec la tour Eiffel au bout du jardin. Ça fait d'abord plaisir à ma femme, et puis l'occasion de se réunir quand il fait beau avec des amis. Moi, je voulais un jardin beaucoup plus utilitaire. Je voulais plus un potager, mais René ne veut absolument pas. D'avoir cette pelouse et faire pousser des pommes de terre et mettre du fumier, ça me paraissait un peu superflu. Et il y a combien de temps vous êtes mariés? 7 ans. 7 ans. Oh, on va continuer, hein, camarade. En 1964, alors qu'il fait une croisière, René Goscinny tombe sous le charme de cette jeune niçoise de 15 ans de moins que lui, Gilberte. Elle ne le voit pas, il ne voit qu'elle. Et la seule façon qu'il a trouvée pour se faire remarquer était de manger les fleurs qui étaient disposées sur la table. Il lui a dit qui il était, elle n'avait jamais entendu parler de lui, ni d'Astérix, et il lui a donné un livre du Petit Nicolas. Elle a lu ce livre du Petit Nicolas et elle a décrété que ce type était un génie. Dans l'immeuble du quartier de la Muette, la vie familiale s'écoule, douce et joyeuse. René voit souvent sa mère qui vit 4 étages en dessous et profite avec sa femme et sa fille de sa nouvelle intimité sur les toits. Cet appartement de René Goscinny raconte beaucoup de choses. En réalité, ce n'est pas un simple appartement parisien, c'est un appartement tout à fait exceptionnel. Il bénéficie d'une terrasse énorme avec la vue à 180 degrés sur tout Paris. Et toutes les chambres donnent sur le jardin, qui d'ailleurs fait le tour de l'appartement. Donc chaque chambre a son jardin à soi. Et on s'imagine très bien comment René Goscinny aurait pu vivre ici de façon extrêmement confortable, comme un morceau de campagne idyllique qui est détaché justement des contingences et des problèmes qu'on peut avoir vraiment à la campagne. Et il a le calme, il a les oiseaux. Cet appartement moderne, très simple, dans un espace ouvert avec plein de fenêtres, des conditions en fait de vie optimales où il pouvait se retirer un petit peu aussi du monde. Vous avez installé votre bureau juste face à ce jardin, ça vous inspire? C'est-à-dire, ma femme voulait me mettre dans l'arrière-cuisine. Alors, je trouvais que c'était vexant. J'avais une vue imprenable sur le réfrigérateur. Non, c'est agréable. Il faut savoir que l'atelier de René Goscinny se trouvait là. C'était une véranda qui a été construite après coup. Donc aujourd'hui, cette pièce n'existe plus. C'est la même baie vitrée quand même. Voilà, et il fermait les persiennes quand il était dans le bureau. Tout le monde savait que si les persiennes étaient fermées, eh ben, il ne fallait pas déranger le maître. Un jour, j'avais un pain au chocolat et je suis rentrée dans son bureau. Il ne m'a pas dit bonjour, il m'a juste dit « ce n'est pas l'annexe de la salle à manger ». Je devais avoir 7 ans. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire annexe. J'ai compris qu'il fallait déguerpir super vite. Quand mes parents ont emménagé ici, ils ont fait appel à un décorateur. On était vraiment au cœur des années 70. Et c'était un peu une caricature d'appartement 70. Tu avais du daim marron au mur. Il y avait des gros coussins, des tables un peu laquées, très chaleureux. Il y avait une grande bibliothèque en bois. Elle était de ce côté-là.
Ok. en face de son bureau. Donc là, je pourrais rajouter une bibliothèque, Ouais, par exemple, ouais. c'était comme ça, si c'était son bureau. Et là, il avait, par exemple, ici, c'est là qu'il avait le bateau. Hein. Exactement. Un grand bateau que ma mère lui avait offert pour ses 50 ans. Il était entouré de maquettes de bateaux. Sur sa machine à écrire, il tapait que avec 2 doigts. Ça ressemblait à un bruit de mitraillette. Et la tour Eiffel veillait sur lui. C'est surtout dans mon bureau que j'ai les objets auxquels je tiens le plus, à commencer par la machine à écrire sur laquelle j'ai fait tout mon métier. Ça fait 27 ans que je l'ai. Ces objets fétiches sont toujours sur son bureau. La cocotte en porcelaine offerte par Gottlieb, un réveil donné par les éditeurs allemands d'Astérix, son précieux dictionnaire Petit Larousse. C'est sur sa machine à écrire royale, achetée à New York, que sont nées les histoires de Lucky Luke, du petit Nicolas, d'Isnogoud et Astérix, dont il écrit les 4 derniers albums ici. C'est un travailleur acharné. Il pouvait passer des heures à tourner en rond quand il ne trouvait pas l'idée du nouvel album. Et puis il s'enfermait vraiment pour taper à la machine ce scénario qui devait être parfait. Un jour, je rentre de l'école et il faisait rien. Je lui ai dit, mais puisque tu fais rien, on va jouer ensemble. Et il m'a dit, mais pas du tout. T'as pas compris, je fais pas rien, je cherche des idées. Et ça m'avait beaucoup impressionnée parce que c'est comme si les idées, il les trouvait par terre, il les ramassait, il les mettait sur son bureau. Et voilà, mon père, c'était quelqu'un qui cherchait des idées. Comme il devait enchaîner les scénarios, il se donnait tant de temps pour faire un scénario et qu'il y avait un réveil qui sonnait et que il fallait qu'il ait fini à ce moment-là. Qu'il animait en même temps Lucky Luke, Astérix, Isnogoud et le petit Nicolas. Pour tout ça, il faut quand même être sacrément organisé. Chaque paragraphe représente une page que nous appelons une planche. Et moi, avant de taper le découpage, je fais un croquis dans lequel je place les dessins et où je mets le dialogue. Je sais exactement le nombre de dessins et qu'on tombe, si vous voulez, sur un mini suspense ou un gag. Et tout ça doit être très bien placé. Si faire rire est son ambition intime, René Goscinny pense y parvenir par le dessin. À ses débuts, il croque avec humour ses contemporains, qu'ils soient anonymes ou acteurs américains comme Clark Gable ou Spencer Tracy. René Goscinny, petit, se vivait comme un dessinateur d'humour d'abord. Et en plus, il dessinait vraiment bien. Il avait une vraie facilité, habileté, et il avait déjà tout son pouvoir comique. D'ailleurs, il pensait un jour qu'il ferait clown. Il disait, je vais faire clown, et son père lui disait, c'est un très beau métier, mon fils. Oh, il a l'air chouette, ton père. Oui. D'ailleurs, j'ai appris à faire des grimaces bien avant de commencer à parler. Oh, moi aussi, je suis super fort en grimace. En grandissant, j'ai découvert la bande dessinée et j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Je suis parti tenter ma chance à New York. Oh, la vache. En 1945, Goscinny débarque à New York avec sa mère dans l'espoir de rencontrer Walt Disney et devenir dessinateur. Très vite, ses projets sont contrariés. S'il y fait des rencontres essentielles comme Harvey Kurtzman, fondateur du magazine Mad qui le propulsera dans le monde de la BD, il peine à percer. C'était des années de grande misère où sa mère, heureusement, c'est elle qui faisait bouillir la marmite pendant que son hurluberlu de fils courait les rédactions en essayant de trouver un petit boulot qu'il n'a pas trouvé. Lui pense que être auteur de bande dessinée, c'est avant tout être dessinateur. Et par le fait qu'il fréquente parmi les plus grands dessinateurs de sa génération, qu'il rencontre à New York, Franquin, Maurice, Gigé, il finit par comprendre qu'il sera jamais à la hauteur. Mais ce qu'il comprend aussi, c'est que lui, il est super bon pour faire rire les autres, qu'il est super bon pour construire un scénario de bande dessinée, pour construire un découpage, pour construire des dialogues. Parce que il a appris de l'intérieur en étant lui-même dessinateur de bande dessinée. Donc c'est pour ça qu'il sait faire sur mesure des scénarios pour les autres. Goscinny, qui se disait très timide, il a ce génie de la collaboration. Ça va être la rencontre avec Maurice, qui a commencé Lucky Luke tout seul et qui va avoir recours à lui. C'est la rencontre avec Sampé, le dessinateur du petit Nicolas, et bien sûr la rencontre des rencontres, le frère, le complice, l'ami, Albert Uderzo, Bébert, avec qui il va inventer Astérix. Et ces dessinateurs ont su sublimer, en fait, par leur dessin, leur style, sa pensée, son humour, ce qui fait que chaque chose qu'il a touchée est devenue un succès. Avant Goscinny, le métier de scénariste n'est pas du tout considéré. On imagine qu'il s'agit juste de remplir le texte des bulles. Et donc, il va y avoir un combat très généreux de Goscinny, non seulement pour s'affirmer lui-même comme scénariste, mais pour faire reconnaître l'importance de ce qui va devenir une profession. Le métier de scénariste est à la portée du premier imbécile venu. C'est comme ça que j'ai compris que j'avais trouvé ma voie. J'adore cette citation. Mais c'est tout lui.
Il débute à une époque où la bande dessinée, c'est pour les débiles mentaux, qui fait partie d'une génération qui a choisi de rester dans l'enfance. Parce qu'eux savent que les enfants apprécient des choses magiques. La reconnaissance de René Goscinny, c'est la reconnaissance de la bande dessinée. Si rien ne prédestinait Goscinny à inventer des personnages de papier, dès l'enfance, il a déjà la bouille malicieuse du petit Nicolas. Contrairement à son héros, René ne grandit pas à Paris, où il est né en 1926, mais de l'autre côté de l'océan, avec ses parents et son frère aîné. Tu m'écris une autre histoire? Quand j'avais 2 ans, mes parents ont déménagé en Argentine, à Buenos Aires, Ah bon? Et c'est où l'Argentine? en Amérique du Sud. Mon père était ingénieur chimiste et il a trouvé un poste là-bas. Mes souvenirs d'enfance à moi, c'est Buenos Aires, le tango, la pampa et ses gauchos. Son enfance passée sur les bancs du collège français de Buenos Aires lui inspire les aventures du petit Nicolas. Un exil qui sera sa chance, mais aussi son drame. En 1943, son père meurt brutalement, alors que le vieux continent est sous le joug nazi. Une partie de sa famille d'origine juive ashkénaze restée à Paris est déportée, puis assassinée à Auschwitz. De cette douleur-là, tu n'as jamais parlé. Quand tu es revenu à Paris après la guerre, il n'y avait plus personne. Alors que tu te préparais à inventer avec Albert l'un des personnages les plus célèbres de la bande dessinée européenne, que vous alliez créer un mythe et faire rire une grande partie de la planète, toi, tu cherchais. Je ne sais pas si tu as su ce que je sais aujourd'hui. Ils sont partis dans l'un des premiers convois. Cet homme était un écorché vif. Je pense que c'est vraiment le rire comme sauvetage. Et moi, je vois dans ses histoires et dans ce qu'il a écrit, sa façon, pas de tourner la page, mais comment dire, de se guérir de ça. Les Romains pouvaient être les Allemands, l'occupation, et les Gaulois, ceux qui résistent. Un journaliste avait dit que Astérix était le chantre du chauvinisme. Et là, mon père était sorti de ses gonds et a juste dit... moi, dont quasiment toute la famille a péri dans les camps de concentration. Comment on peut me taxer de chauvinisme? Il est donc tout à fait extraordinaire qu'il symbolise une certaine idée de la France, alors qu'il s'est construit véritablement à l'étranger. Et c'est amusant aussi qu'Astérix, qui incarne cet esprit français, cette drôlerie française, soit l'œuvre de Goscinny et d'Uderzo, qui est lui d'origine italienne. En 1959, paraît dans le numéro 1 du magazine Pilote, fondé et dirigé par René Goscinny, la première histoire d'Astérix et Obélix. Créé avec son alter ego Albert Uderzo, le duo légendaire fera l'objet de 24 albums traduits en 130 langues. Une alchimie parfaite entre l'écriture et le dessin, véritable ode à l'amitié et à la créativité. Il faut s'imaginer la création d'Astérix comme un moment d'euphorie entre deux copains. Si cette série nous fait rire, c'est parce qu'elle les a d'abord fait rire. Ils ont dû improviser, parce qu'au dernier moment, il manquait une série dans Pilote. Tiens, se dit Goscinny, et si on prenait l'histoire de France, tiens, nos ancêtres les Gaulois, mais personne n'a jamais travaillé sur le sujet, ce serait peut-être un bon vecteur pour raconter des histoires d'aventure, mais aussi des histoires humoristiques. René a tout de suite dit, moi je veux un anti-héros. Mon père, il était extrêmement fan des personnages grands, forts, costauds. Et maintenant, René voulait qu'il soit petit et moche, parce que soyons clairs, Astérix, on peut pas dire que ce soit un canon de la beauté, donc voilà, mais mon père a dit, bon, pour Obélix, est-ce que je peux le faire grand et fort? Et Goscinny dit oui, livreur de menhir. Quelle belle idée. Les sangliers, tout arrive très vite, le chef du village, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique que d'avoir réussi à inventer à deux un univers qui est d'une cohérence absolue. Quand il avait une idée de scénario, il allait voir papa. Il s'enfermait dans le bureau de mon père. Et on entendait des éclats de rire. Et plus mon père devait rire l'histoire de René, et plus on entendait René qui prenait ses aises et qui en rajoutait des tonnes. Et nous, on n'avait surtout pas le droit d'entrer, mais on avait l'oreille qui était collée à la porte. C'est un monsieur qui a un visage plutôt rond ou ovale, enfin, et tout frisé, il a des petites fossettes. C'est facile de travailler avec lui? Ah, très facile, oui, très facile. On va le voir? Si vous voulez. Pas facile, hein? Bonjour. Salut René. Père, ça va? Ça va et toi? Ça va.
Donc de les revoir réunis tous les deux, c'est très émouvant, quoi. C'était deux personnes, mais ça ne faisait qu'un. Il y avait une osmose et une communion d'esprit et d'âme entre les deux. On ne crée pas un mythe si on n'est pas complètement en phase. C'est pas la famille parce que la famille. Non, parce que la famille on la choisit pas. Eux ils se sont choisis donc dans ce sens-là c'est clair. Ce sont deux frères d'âme. Ensuite les femmes et les enfants se sont adoptés et on était une seule et même famille. Enfin, ça passe pas une semaine sans qu'on soit les uns chez les autres. C'est toi qui as ces photos, bien sûr. Ah non, c'est excellent. Oh mon Dieu. J'étais totalement la grande sœur. J'ai quand même 12 ans de plus. Hein, collée à Sylvie. Je pense que j'étais un genre de scotch parce qu'elle était plus grande. Puis elle était trop mimée. Moi, j'étais contente qu'elle soit collée à moi. Ah ouais, alors là, c'était à la campagne, chez Albert. Et en fait, c'est le seul endroit où moi, j'avais le droit de mettre un t-shirt Astérix. Parce que mon père était très anxieux des kidnappings. Si j'avais un t-shirt Astérix, on se dit, tiens, c'est la fille d'eux. Et voilà, donc c'était une interdiction absolue. Ah, belle photo. Belle photo. Tu vois, là, je pense, dans son bureau, il avait une grande bibliothèque en bois sombre dans laquelle étaient rangés tous ses albums. Mais elle était fermée à clé parce qu'il pensait que les enfants, ça gribouillait, ça déchirait les pages. À 7 ans, j'aurais pu lire Histoire d'eau, mais pas Astérix. Ici, on est dans ma chambre de petite fille. Et cette armoire, mon père l'a peinte quand ma mère était enceinte. 9 personnages qui sont tous des animaux et avec une particularité qui est le basset auquel mon père a dessiné le visage de Michel Audiard. Sa façon de témoigner sa grande admiration. Il faisait tout le temps des petits dessins pour ma mère pour lui laisser des mots. Je retrouve dans ces dessins l'élégance de mon père et le regard malicieux. Même le cochon, il a un regard malicieux. Un jour, j'ai réalisé que mon père avait peint en bleu la bordure et je me suis dit que peut-être il espérait un garçon. Il était émerveillé d'avoir une si jolie femme et une petite fille à peu près parfaite. Et en même temps, il était très strict. Dans la vie, c'était pas un clown, c'était pas un rigolo. Il ressemblait plus à un notaire de province qu'à Coluche. Il était toujours en costard 3 pièces. Probablement une revanche sur ces années de vache maigre à New York. Mon père, pour moi, c'est ce type avec constamment une cigarette à la bouche. Il éteignait une cigarette, il allumait une cigarette. Il bégayait dans la vie. Et dès qu'il y avait une caméra de télévision, il bégayait plus du tout. Ça me fascinait. Octave, va chercher le 12e de cavalerie et dis-leur que les Sioux nous attaquent par le nord et qu'ils viennent par le sud pour sauver le fort. Octave ici. Je voulais absolument un chien. Il voulait pas. Il me disait, mais non, on habite en ville, un chien, il sera pas heureux. Et j'ai regardé ma mère, j'avais 8 ans et demi, et je lui ai dit, mais comment t'as pu épouser ce type-là? Et là, il a éclaté de rire, et je crois que le surlendemain, j'avais un chien. Ces images tournées en 1977 pour 30 millions d'amis seront les dernières d'Anne avec son père. Mon père m'appelait mon petit chat, mon chaton et Pupus. Et dans les 12 travaux d'Astérix, qui est un de ses derniers films, il a créé ce personnage de Caius Pupus. Il m'a dit, tu vois, j'ai créé ce personnage pour toi. C'est ton personnage. C'est pas rien. Caius Pupus! Caius Pupus sera chargé de vous guider et de contrôler la bonne marche des épreuves. C'est un homme de confiance, parfaitement honnête. Les fins avec ces histoires de sangliers. D'autant plus qu'il est 12h. Ah ben ça tombe bien. Pour l'épreuve suivante, il vous faudra manger tout le repas que vous a préparé Mannequin Pix, le cuisinier des Titans. Aucun mortel n'est arrivé jusqu'au bout de ses repas. Bon appétit. Dans tous les personnages qu'il a créés, on remarque quand même qu'il y a toujours un type obsédé par la bouffe. Et je pense que mon père se faisait plaisir en imaginant ces gens qui, comme lui, adoraient bouffer, quoi. C'était un homme qui aimait qu'on s'occupe de lui, que l'intérieur de l'appartement soit parfait. Samedi, en fin d'après-midi, nous allons faire des courses pour le dîner. Notre parcours ne varie jamais. Tu achètes des cornichons et du réfort, du saumon fumé et des blinis, de la crème fraîche très épaisse, puis un paquet de pain azime. À la maison,
Satisfait de tes emplettes, tu laisses les courses dans la cuisine. Maman rangera. Toi, tu es déjà devant ta machine à écrire. Uderzo et Goscinny sortent 2 albums par an. Ça va très vite de doubler les ventes et de se retrouver à la fin des années 60 avec 1 million d'exemplaires, ce qui devient le fameux phénomène Astérix. Astérix qui fait la couverture de l'Express. Cet appartement est le fruit de ce succès où il est réellement au sommet de sa carrière et qui peut tout réunir en un seul lieu, c'est-à-dire la vie familiale, la vie professionnelle et la vie mondaine. Chez les Goscinny, le tout Paris se presse. Ici, ils reçoivent leurs intimes, Pierre Tchernia, Jean-Marc Thibault, Rosy Vart, Jean Carmet ou Michel Serrault. René aime amuser la galerie dans une ambiance bon enfant et joyeuse. De revenir dans cet appartement, ça me donne énormément d'émotions. Surtout dans cette salle à manger, on a passé pas mal de soirées. J'étais très bon public avec René. C'était quand même le monsieur, quand j'étais petite, avec qui je voulais me marier. C'était tonton René, on riait tout le temps. Une des caractéristiques de l'humour de Goscinny, c'est bien sûr le jeu sur la langue. Il y a toutes ces formules dont on se souvient, tous ces jeux de mots. C'est donc une œuvre qui semble incarner aussi, non seulement la France, mais la langue française. Astérix, c'est une fête du langage. J'adore les gens qui citent en oubliant d'où ça vient parce que ça prouve que c'est vraiment rentré dans le langage courant. Pour moi, en plus d'être un grand-père, c'est quelqu'un qui a fait rire une génération, qui fait rire encore ma génération, mais que tout le monde aime. C'est plus qu'un écrivain, plus qu'un scénariste, c'est un sourire. Beaucoup apprennent à lire avec le petit Nicolas. Astérix, on a aussi été baigné là-dedans très tôt. On a tous les albums chacun dans notre chambre pour bien nous rappeler d'où nous venons. À l'école, on me disait, t'es la petite fille d'Astérix. Pour moi, ça existait, c'était compliqué. On m'a quand même toujours plus assimilé à Obélix qu'à Astérix. Comme je ne l'ai pas connu, pour moi, c'est un grand-père avant d'être Goscinny. C'est le père de ma mère. Elle dit que j'ai sa faussette. Alors, moi, je suis contente. Moi, je le vois bien sûr comme le père de ma mère, bien sûr comme notre grand-père, mais aussi comme un génie, comme le créateur de génie qu'il était. Vraiment de René Goscinny, l'œuvre a continué à exister à travers, bien sûr, le parc Astérix, mais aussi des films, des albums qui ont été édités. L'œuvre a survécu à son créateur, et c'est ça la marque du génie. Ce que je trouve beau, c'est que ce bel appartement et puis ce jardin lui suffisaient à voyager partout en Gaule et plus encore dans les albums d'Astérix. Et puis d'être entouré des gens qu'il aimait pour pouvoir écrire toutes ces histoires-là, c'était sa potion magique. Cette vie-là, celle d'après le succès, elle ne lui a pas été tout à fait donnée, car tout ce travail accumulé, cette extraordinaire énergie qu'il a mis à nous divertir, c'est aussi cela qui l'a tué. Maman est rentrée seule à la maison ce jour-là. Vous étiez partis tous les deux. Un seul trousseau de clés jeté sur le meuble de l'entrée. Tu étais mort. Mort. Voilà. Mort jusqu'à quand, maman? Et on pourra garder le chien? Pourquoi tu pleures, maman? Voilà, papa, les premières questions qui me sont venues à l'esprit quand j'ai compris ce que signifiait le bruit d'un seul trousseau de clés jeté sur le meuble de l'entrée. Bruit anodin qui, pourtant, allait guillotiner mon enfance. Le 5 novembre 1977, René Goscinny meurt dans les bras de sa femme pendant un test d'effort chez son cardiologue. Une mort presque en forme de gag, mais la France n'a plus envie de rire. À 51 ans, le génial créateur laisse tous ses personnages orphelins. Quand René Goscinny quitte la vie, d'une certaine manière, il a déjà quitté la bande dessinée et il est parti pour les horizons cinématographiques. Et avec Uderzo, ils vont même fonder leur propre société pour produire eux-mêmes les longs métrages d'Astérix, de Lucky Luke. C'est-à-dire qu'ils inventent une industrie. En France, ça n'existait pas avant eux. Donc pour la bande dessinée, c'est un immense chagrin parce que on lui doit tout. L'héritage de René Goscinny, c'est que la bande dessinée, aujourd'hui, est considérée comme un moyen d'expression majeur. On le connaît dans le monde. Je crois que c'est même peut-être un cas unique dans l'histoire de la bande dessinée. Mais en plus, il a aidé les autres. Il y a évidemment Gottlieb, il y a Bretéché, il y a Cabu, jusqu'à Bilal. Et
Tout l'objectif de René Goscinny, c'était de faire marrer les autres. Il nous fait encore marrer aujourd'hui. Bravo. 17 ans après la disparition de René, Gilberte est emportée à son tour par un cancer au même âge que son mari, à 51 ans. Revenir ici, c'est prendre le risque de les croiser dans ce qu'ils ont été de plus beau, de plus vivant. Tous les dimanches, il arrivait avec un énorme bouquet de roses pour ma mère. Mais il faisait faire un paquet avec une rose qui était pour moi. Mes parents s'adoraient, et ils s'adoraient physiquement. Même si j'étais là, ils pouvaient se rouler des pelles, quoi. Ils étaient aimantés l'un par l'autre, et c'était sans doute la plus belle histoire d'amour à laquelle j'ai pu assister, à ce jour encore. Inédit sur France Télévisions.